Pas mal là. Ouais, c'est cool. Au cœur du cirque de Navacelles, j'ai retrouvé Alexis pour un échange vrai en pleine nature. Dans la cabane des marcheurs, on parle de trek, d'aventure et de ce besoin simple qu'on a parfois. Prendre le sac et partir. Bonsoir et bienvenue dans la cabane des marcheurs, 2e épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Alexis Bruce. Salut la compagnie, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour ce moment d'échange. Écoute, au plaisir. Je profite du trek là qu'on fait ensemble pour enregistrer cette émission. Je trouvais que l'invité, l'endroit s'y prêtait, donc c'est parti, j'ai pas mal de questions pour toi. Aïe. Questions plutôt cool. Tu devrais t'en remettre. On va essayer de faire au mieux alors pour y répondre. Ouais, oui. Allez, première question. Depuis combien de temps t'as décidé de faire des treks et des bivouacs, ce genre de choses, autres que des randonnées à la journée, par exemple? Ouais. L'histoire, en fait, c'est que j'ai commencé à être passionné par la nature quand j'étais très jeune, tu vois. C'était un peu un échappatoire. Je savais que dans la forêt et tout, il y avait pas grand monde. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti. Et du coup, je savais que je serais tranquille si j'allais en forêt, donc je recherchais l'espace pour moi grandir, on va dire, dans la nature. Et donc, comme tu disais, au début, c'était quelques heures. Je faisais juste un petit feu de camp, comme tout gamin, une petite cabane. Et puis à l'issue, je me suis dit, ça serait cool de rester une nuit potentiellement. Donc s'il faut rester une nuit, il faut peut-être apprendre à faire à manger, à construire un vrai appentis qui tienne la route, à prendre 2-3 trucs. Et puis c'est parti comme ça, de plus en plus loin, de plus en plus vite aussi. J'ai passé de quelques jours en forêt à plusieurs semaines. Je pense que ça arrivait à 13-14 ans, ouais. Ah ouais, c'est venu jeune, du coup. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance, tu vois, qui m'ont permis de partir un peu en forêt. Puis j'ai grandi aussi à la campagne, c'est vrai que si t'habites en ville. Le premier bivouac, c'était à 13-14 ans? Ouais, 14. Ah ouais. Parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était à 16 ans. Tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui laisseraient leur gosse aller en bivouac à 13-14 ans, quoi. Ouais, okay. Je pense que c'est assez rare. Ça, c'est merci à eux, en vrai. Oui, puis c'est bien, en fait, ça t'a permis finalement d'évacuer toutes les pseudo-peurs que t'aurais pu avoir très jeune et... Ouais. Même si ça n'a pas été évident, parce que quand tu débutes, déjà, même tout adulte, tu vois, inconsciemment, dans notre société, on a des dogmes, tu vois, il y a tellement de mythes sur la sorcière, sur des monstres en forêt. Oui. La forêt, on l'assombrit, on rend quelque chose d'assez ténébreux. Alors quand tu apprends à connaître ce milieu-là, tu te rends compte que pas du tout, voire que c'est moins dangereux que peut-être la ville, la société dans laquelle on vit. Dans notre quotidien, même déjà de sédentaire, c'est plus dangereux que d'aller en forêt. Et donc, je sais plus du tout où je voulais en venir. Après, c'est vrai que pour revenir à là, regarde, là, on est en pleine forêt. Ouais. Genre, c'est ultra calme. Enfin, je vois pas à quel moment on aurait peur, en fait. Enfin, qu'est-ce qui pourrait nous faire peur, quoi? On se crée des peurs, oui, c'était du fait que mes parents m'aient fait confiance, etc. On se les crée, les peurs. Et en fait, pourquoi on a peur? On a peur de l'inconnu. Si tu connais quelque chose, tu vas t'apprendre à le connaître, tu vas t'apprendre à savoir que le renard, quand il gueule la nuit, t'as l'impression que c'est une gamine qui se fait égorger. Enfin, il y a plein de bruits comme ça où quand tu connais pas, t'arrives et tu fais putain, mais je vais crever, quoi. Il y a un mec qui va venir m'égorger, alors que pas du tout. Et au contraire, après, ça c'est familier, t'apprends à aussi les utiliser, toutes ces choses-là, pour y être à l'aise. Ok. Mais ouais, profil atypique quand même. Et puis pareil tu vois, quand tu débutes, je pense qu'il faut faire ça si j'ai un conseil pour les débutants, il faut faire ça progressivement. Oui. Ça sert à rien de se dire j'ai vu une vidéo sur YouTube de Grave la route, un mec trop cool qui va faire du trek, je vais faire comme lui, partir 5 jours. En fait, tu vas juste ramasser, tu vas pas prendre plaisir. Pars déjà, moi ce que je disais toujours, ce que je faisais quand j'étais gamin, c'est tu pars déjà, tu fais une petite bouffe le soir, t'attends la tombée de la nuit, déjà t'as l'ambiance qui change. Déjà c'est impressionnant quand t'as pas l'habitude de l'obscurité, d'être... Et puis après tu reprends tes affaires, t'éteins ton feu, tu rentres chez toi. Déjà que t'as le côté, je peux rentrer chez moi. Et puis après, une fois que t'es passé au-dessus de ça, tu fais ton bivouac et puis ça passe, quoi. Et comment tu faisais du coup au début pour le matériel et tout?
J'ai commencé, là tu vois, on a fait un bivouac, j'ai du matériel qui coûte assez cher, etc., parce que j'en ai fait mon métier. Mais j'ai commencé avec glaner des trucs en brocante, prendre la bâche de bricolage de mon père, tu sais, des trucs hyper épais qui pèsent 3 kilos, un vieux sac de cours à Espac, et puis je partais en bivouac avec, quoi. Puis ça faisait le taf, en vrai. C'était vraiment à l'arrache, le taf. Ouais, c'est juste, tu passes, des fois t'as froid, tout ce qui a les couilles, t'as pas le matériel adapté, mais tu vois, est-ce que j'en suis mort ou autre, ça m'a appris des choses, peut-être ça m'a formé aussi, c'était formateur. Ouais, c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour pouvoir divaguer à ses occupations et à ses passions, quoi. C'est vrai qu'on fait souvent tout un monde sur le matériel. Tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui vont se mettre au running, ils vont à la Décathlon, ils vont dépenser 200 € pour aller courir le lendemain 5 km, tu vois, genre, alors qu'au final, t'as une paire de baskets, un jogging, tu vas courir, c'est l'histoire. C'est exactement ce que je veux illustrer avec mon nouveau projet de courir pieds nus et de marcher pieds nus. C'est qu'en fait, tu vois, même sans chaussures, en fait, tu peux faire la même chose qu'une personne qui a des chaussures. En fait, on s'encombre et ça tue notre liberté et un peu notre esprit de s'encombrer de matos. Plus t'es minimaliste, en fait, plus tu peux... pour moi, plus t'es libre, plus t'es disponible. Ouais, pas de souci de j'ai oublié ça, mince, je vais l'abîmer. En fait, on a besoin de peu, et ça, tu l'apprends pareil quand tu arrives à un bout. Tu partis, on en parlait tout à l'heure, mais bivouaquer une nuit juste avec une peau de bison, un bout de silex pour allumer ton feu, en fait, tu te rends compte que t'as besoin de rien du tout pour vivre. Bon, après, là, c'est le côté extrême. C'est pas. Ouais, mais bon. C'est le côté bien extrême du truc, quoi. C'est extrême, mais je pense que tout le monde en est capable. Oui. Parce que c'est ancré aussi en nous, et on a quand même un corps qui est une machine de guerre, une machine de survie. Si tu l'entretiens bien, si tu le nourris bien, et que voilà. Si tu le prépares aussi. Ouais, mais même sans le préparer. Parce que je pense que t'as le mental qui... Un corps, oui, quand tu le prépares, il va faire de grandes choses, mais après, sinon, c'est le mental qui prend le dessus. Deuxième question, on peut partir sur quoi Je partirais bien sur pourquoi l'ermite. Pourquoi l'ermite ? Du coup, si pour ceux qui savent pas, l'ermite, c'est une phase de ma vie où j'aurais voulu rester 1 an seul dans un tipi au milieu de la forêt pour rechercher de la simplicité, de l'authenticité et aussi je pense d'une certaine vérité, enfin ouais, plus de sens à la vie. Je me retrouve pas trop dans cette société-là. Et à mes 25 ans, en fait, j'ai voulu aussi avoir un peu plus d'autonomie, tu vois. Pour moi, l'autonomie, c'est pareil, c'est aussi de la liberté, être autonome en eau, en nourriture. Donc j'ai décidé de prendre un tipi, de vivre dans un tipi pendant 4 saisons et de changer aussi le mode de, tu vois, j'ai toujours, comme je te disais, depuis 13-14 ans, bivouaqué, je me suis mis en mouvement pour voyager. Après, j'ai testé le voyage en moto, le ski, machin, divers moyens de mouvement, mais c'est moi qui me mets en mouvement. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le voyage, ce serait pas aussi de rester, tu vois ? Et ça commencerait pas aussi quand tu restes et quand tu vois le paysage bouger autour de toi. Et du coup, ça créerait ce voyage sur un même lieu et d'être seul pour apprendre à se rencontrer. Et donc c'est venu comme ça, et j'avais aussi besoin peut-être d'apprendre plus à me connaître et de soigner certains mots, on va dire. Et du coup, conclusion de l'expérience, qu'est-ce que t'en as tiré après coup ? C'est une question qui est assez difficile et plus ça fait déjà maintenant 3 ans. Tu t'es senti différent à la fin de l'expérience ? Plus résilient, on va dire. Ah ouais. Plus je me suis dit, si j'étais capable de vivre comme ça avec l'équivalent de 1 000 € de matériel dans le milieu de la forêt, tu vois, pendant 1 an seul, forcément tu dis, bon, il peut m'arriver des galères, je saurais m'en sortir. Je pense que c'est surtout ça dans un premier temps. Après, ça déconstruit tellement de choses où t'as une phase de... Tu reviens au quotidien, mais j'ai eu 3 mois de dépression, quoi. Mais je sais même pas si je suis encore en sortie, en fait. C'est tellement puissant que t'es comme ça, en fait. T'arrives plus, mec, après que tu rentres chez toi, tu ouvres ton robinet, t'as de l'eau qui coule, tu sais pas d'où elle vient, alors que toi t'allais la chercher dans ta rivière. Tout est facile, tout est simple. Il y a plus de sens, et du coup, tu sais pas trop, quoi. Donc ouais, c'est une expérience assez forte. Puis du coup, à travers toutes les choses au final que t'avais à faire tout au long de la journée pour vivre et survivre, tu t'ennuyais jamais, quoi. Bah c'est ça, c'est qu'en fait les journées sont bien remplies. Au départ, on a toujours cette peur de... Quand dans notre quotidien d'homme moderne, on va dire, d'homme avec un grand H, bien sûr. Hein. Oui, attention. Là, on peut s'occuper comme on veut. On a nos portables si on se fait chier sur un canapé, on a nos travails, on a les réseaux sociaux, tout ça. Et là, tu dis, je suis au milieu de la forêt, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, tu apprends à vivre avec le rythme de la nature, donc lever du soleil, enfin avec le rythme du soleil. Tu manges plus aux mêmes heures.
tu t'écoutes vraiment, tu dors plus. Et qu'est-ce qui t'a marqué de vraiment différent comparé à la vie classique? Un truc qui est vraiment qu'on fait tous les jours, mais qui a été vraiment marqué par cette différence. Quand tu dis que tu mangeais plus aux mêmes heures, tu mangeais à quelle heure par exemple? Bah, des fois, pendant une journée, je mangeais pas. Alors que je faisais du sport, je coupais du bois et tout. Ouais. Je ne ressentais pas la notion de... Enfin, l'envie de manger. Ok. Et le besoin. Et ouais, le sommeil, pareil. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à dormir. Je dormais 3-4 heures par nuit, ça me suffisait. Et là, je me tapais des grosses nuits, quoi. Donc... Ok. Et puis, c'est aussi de se dire... qu'encore une fois, qu'on a besoin de peu. Tu vois, j'avais besoin de 20 litres par semaine d'eau, mec. 20 litres, c'est... T'imagines que je sais plus combien c'est à la journée, mais je crois que c'est 200 litres par personne. Mais tu buvais même pas tes 3 litres par jour, au final. Bah, je bois très peu, mais... Bah après, si tu dépenses pas inutilement... Tu sais, là, c'est comme la survie. La survie, c'est de l'économie, c'est s'économiser. Un mec qui va survivre longtemps, c'est un gars qui va être... C'est le plus grand des feignants, c'est un peu contraire à notre société, tu vois. Le moins possible. C'est ça. Donc en fait, plus tu vas limiter ta transpiration, tes dépenses d'énergie, au moins tu auras besoin d'apport d'eau et tout. Et je buvais ma pisse. Il n'y a pas eu des périodes, par exemple, plein hiver, tout ça, où ça a été vraiment compliqué par rapport aux températures? L'hiver, je vivais entre 0 et 5 degrés tout l'hiver. Parce qu'en fait, j'avais un poêle qui chauffait pas trop, et même quand j'ai réussi à avoir l'autre poêle, il chauffait peut-être pendant 1 heure à 25 degrés. Et vu que c'était pas isolé, tu vois, ça repartait direct. Ouais. Et en fait, ton corps, comme on dit, il se défait de ses habits de civil et il les rendosse aussi très vite. C'est-à-dire que tu vas dire à ton corps, vas-y, là, faut que tu vives nu sans pouvoir te couvrir pendant 2 semaines. Au début, tu vas galérer pendant 1 semaine, tu vas souffrir. La 2e semaine, tu vas t'habituer. Par contre, pareil, si après tu retournes chez toi que t'es 25 degrés, ton corps, au bout de 2 semaines, tu vas sortir, même si t'avais l'habitude de survivre à 0 degré, il va se cailler les miches, quoi. Ouais, c'est une mise à jour du cerveau. Ouais. Carrément. Et du coup, ouais, je pense que c'est le froid qui a été assez con. Et l'obscurité, et le fait de pas bouger. Ouais, plusieurs choses en fait. C'est quand t'as l'habitude d'avoir du mouvement, de se dire, vas-y, faut que je reste dans un endroit statique. Parce que t'es jamais parti du terrain, t'es resté 1 an sans bouger du terrain? Je suis parti un peu. Le but, c'était de rester au maximum. Ouais. Donc après, bien sûr, je devais refaire 2-3 courses et tout, même si j'essayais d'être au maximum autonome. J'avais quand même des sorties sur le terrain, mais le but c'était de passer. Je crois que au maximum, je suis pas sorti pendant 1 mois. Je suis resté au maximum sans bouger du terrain, tu vois. Ok. Et voilà. Après, je voulais aussi garder mon. Oui, parce que de toute façon, dans tous les cas, personne ne bouge jamais d'un endroit. Enfin, tu vois, au final, ça aurait pas été réaliste. Non. De rester sans bouger. Puis en fait, tu vois, à quoi bon? Parce que tu vois, même vivre en ermite, j'ai beaucoup été critiqué, que j'appelle ça un peu une expérience d'ermitage. Parce que oui, mais t'es ermite, mais t'avais les réseaux sociaux, parce que je partageais cette aventure sur YouTube notamment, c'était un peu mon journal de bord. Mais en fait, tu lèves tes yeux, t'as des avions, t'as les randonneurs qui vont se perdre et tu croises des pêcheurs ou autres qui vont... Tu pourras jamais être seul en fait, donc de se dire vivre un truc et se flageller, tu sais, pour dire ouais mais je veux vivre une expérience d'ermite, oh putain il y a quelqu'un, je vais me cacher. Non, je pense pas qu'il faut créer ça, c'est une recherche, c'est une expérimentation, et qui dit expérimentation, c'est qu'il y a pas des erreurs, mais tu vois, il y a forcément des choses qui sont pas totalement en ligne directe avec ta... Ouais, puis ça aurait été compliqué de se couper de tout quand même pendant 1 an. Ouais, puis après j'avais pas non plus envie de tomber en dépresse, quoi. C'est ça, quoi. Faut un minimum. C'est qu'est-ce que tu veux faire, enfin ouais. Sur ce point-là, ouais, je pense qu'on est beaucoup... on aurait galéré à 0 réseau et tout, ça n'aurait pas été possible, quoi. Toi, ça te dirait pas de vivre un peu une expérience d'ermitage comme ça? Bah, moi, j'aime bien bouger, en fait. Tu vois, à la limite, rester au même endroit et divaguer autour, pourquoi pas. Mais rester 1 an au même endroit... À tester après. À tester. Ouais. Après, je suis pas sûr que ma copine accepte, mais... Bah, si elle vit avec toi, si. Bon, c'est une frileuse, hein, tu sais. Déjà, une cabane en montagne en plein hiver, c'est la limite, quoi. Non, après, ouais, c'est particulier quand même. C'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses, quoi. Enfin, d'avoir l'envie de faire ce genre de choses, tu vois. Mais toi, ça t'est venu d'où au final? Qu'est-ce qui t'est dit, tiens, un jour, je vais faire ça? Je sais pas, mais en vrai, j'ai toujours un peu comme mon projet pieds nus.
C'est sorti Si j'ai comme ça, un quoi. coup de tête, en 15 jours, j'avais le Tipeee, j'étais sur le terrain, quoi. J'ai Ah ouais. pas vraiment préparé le truc, je me suis dit, on verra. Il y a Mike Hand qui a sorti ça a bien résonné en moi, parce que tu sais, le truc de pars et en gros, t'auras les réponses en chemin, tu sais, c'est un peu Ouais. ça. Tu te poses 1000 questions avant le départ, puis en fait, tu te rends compte que si tu veux répondre à toutes ces questions-là, tu pars jamais. Donc vas-y, pars, et puis t'auras les réponses Ok, à l'issue. c'est une bonne philosophie. Alors du coup, question suivante. Ce projet des 4000, pourquoi, comment, où? Projet des 4000, projet 4000 pieds nus. Je vais gravir à 4000 pieds nus. je me dis que c'est encore fou quand j'en parle. Le but, c'est de rendre la montagne un peu plus sauvage, de la retrouver dans son caractère sauvage et primitif, tu vois. Et aussi l'homme. J'en ai marre de voir la montagne, tu vois, elle était très artificialisée, les stations de ski. Ouais. Si tu vas à la montagne, c'est pour du loisir. Et alors que les tribus de l'époque, où les gens, quand ils voyaient une montagne, c'était une entité, tu vois, c'était quelque chose, t'avais du respect. Il n'y a plus du tout ça. Alors ok, c'est hyper cool d'avoir pu gravir tous ces sommets, mais c'est de retrouver de l'humilité face à ça, tu vois. Et du coup, le fait d'enlever ses chaussures, c'est un peu une image pour moi de comme enlever son chapeau, tirer sa révérence, tu vois. Et du coup, à travers la douleur un peu, parce que forcément ça fait mal, d'essayer de toucher quelque chose encore une fois, de rechercher du sens, aussi d'expérimenter. C'est une expérimentation du corps humain, savoir jusqu'à où il est capable d'aller. Et puis du coup, ce projet, c'est beaucoup de mois de préparation. Là, ça fait déjà 4 mois que j'y suis. Une préparation physique. On vient de faire la première étape du semi-marathon pieds nus, qui s'est bien passé. La prochaine étape, c'est d'entraînement sur glacier, aiguille du Midi avec un guide en pleine neige. Ah ouais? Pieds nus, on verra si ça passe. Et après, c'est un 3007, la Grande Sassière. Et si ça passe, le 4000. Que je réserve encore. Si le 3007 il passe, pas Ouais. Le passe problème pas, du 4000, c'est que c'est sur glacier. Moi, le marché, tu vois, sur du caillasse, etc., là, comme. En fait, tu t'entraînes ta semelle à 2 pieds, et tu vois, maintenant, je peux me planter des coups de couteau dans l'IAP, ça va pas me transpercer le pied. Ouais. Par contre, le froid, l'hypothermie et tout, et perdre ses doigts de pied, même si je peux repousser ce facteur-là, au bout d'un moment, tu y arrives. Donc, tu vois, c'est un peu ce qui me fait flipper. Je te le cache pas. Mais le problème principal du glacier, c'est ça en fait, c'est la température, le froid. C'est le froid, et si c'est vraiment glace à nu, c'est glissé. Ouais, c'est mort. C'est glissé. Après, là, on a choisi un sommet qui n'est pas hyper en pente. Donc, on n'est pas genre à devoir escalader, ce qui ça n'aurait plus aucun sens, mais. Donc, on va voir, puis ça serait normalement un record du monde en plus. Donc, ah ouais? Il y a une chose qui a été documentée de quelqu'un qui a grimpé aussi. C'était justement ma question suivante. Ok, donc ça n'a jamais été fait. Il y a après peut-être des tribus, enfin en tout cas ça n'a pas été documenté. Ok. Tu tapes sur internet 4000 mètres pieds nus ou plus. Le plus je crois que c'était 3000, et il y a eu Wim Hof qui a fait je crois un bout de l'Everest, mais il était en tongs, enfin tu sais, en claquette. Ok. Avec un short. Donc voilà. Bon, après en vrai c'est pas vraiment pour le record du monde, c'est plus vendeur de le dire comme ça, mais. Ouais. Mais du coup, vous allez pour faire venir quelqu'un pour valider le record du monde? Je sais pas, mais à un tel point que je m'en fous du record. Peut-être que je crois qu'on peut filmer tout le long, tu sais, pour que ça valide. Ah ouais? Ok. C'est galère, je verrai. Pour moi, c'est un peu en second plan le truc du record. Je fais pas ça pour battre un record. Ouais. C'est plus vendeur quand tu parles, tu vois, parce que c'est ce qu'on veut dans notre monde en fait. C'est un peu. T'es obligé de te raccorder quand tu travailles sur les réseaux et tout, de raccorder au truc qu'on veut de la performance, etc. Quand tu parles d'un record du monde, plutôt qu'un gars qui va marcher pieds nus sur des crêtes enneigées. Oui, enfin. C'est déjà un exploit en soi. Oui. Déjà, juste marcher en forêt pieds nus, pour moi, c'est un exploit en soi. Quand même. Faites le test en vrai. Je vais déjà en montagne, avant que j'achète mes claquettes, j'allais dans l'eau, juste les cailloux, ça me baisait les pieds déjà. Genre, c'était galère de fou. Tu marches en chaussettes et en chaussons chez toi ou t'as des tatanes? Non, je suis pieds nus chez moi. Pourtant. Normalement, les gens qui sont pieds nus tout le temps chez eux, déjà, ils sont plus aptes. Ah ouais? Forcément, ton pied, il a pas tout le temps ce confort de la chaleur, et puis tu sais, ça a quand même une patine qui se fait sur le carrelage ou le parquet. Je suis en chaussettes, mais j'ai pas de claquettes ou quoi. T'as des chaussettes? Juste en chaussettes. Ouais. Ah oui, donc c'était en chaussettes, ok. Mais d'ailleurs, tu vois, à cause de la marche du trek, j'ai perdu l'ongle de mon gros orteil. Ok, qui est chaussure. Parce que, erreur de débutant, j'ai eu une descente de 3 ou 4 heures. J'avais pas assez serré mes lacets. Et du coup, mes pieds tapaient le bout de la chaussure. Et sur le moment, tu le sens pas spécialement, tu vois.
Et arrivé en bas, j'avais un peu mal, mais ça allait. Et je rentre chez moi, tout ça, et sous la douche, je regarde, et en fait, l'ongle était décollé, mais pas en mode je pouvais l'enlever, tu vois. Ouais. Mais peut-être 2 mois après, là, il s'était complètement décollé. Du coup, je l'ai coupé. Et là, j'ai l'ongle qui fait ça de long. Il n'y a aucune douleur, en fait, c'est quand même dur, tu vois. La blessure de guerre c'est quand même dur, mais apparemment, il y a beaucoup de grands marcheurs qui font des grandes distances. Apparemment, t'es obligé de perdre tes ongles de doigts de pied. Ouais, c'était pas des bonnes godasses ou autre. Ouais. Donc, faut pas mettre de chaussures. Faut que t'enlèves tes chaussures. Tu peux aussi perdre tes ongles de doigts de pied. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, les ongles, ça va. Oui, ça va. Ça prend pas trop cher sur l'entraînement. Non, nickel. J'ai vu que ton collègue s'était bien abîmé les talons quand même. Lui, ouais, il a fini les pieds en sang. Ouais, ce que j'ai vu. Ouais. Mais il s'est moins entraîné aussi. Ah ouais. C'est une des aventures où je me suis le plus entraîné dans ma vie. Ouais, à chaque fois, je pars à la one again, mais je sais pas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de discipline en ce moment, on va dire. Donc ça me cadre et voilà. C'est cool. Ouais, c'est un bon projet en tout cas. Merci. On espérera si on survit. On verra. Tu vas faire un grand film du coup pour la conclusion. Le but c'est de le partager sur les réseaux. Donc là je fais une série sur YouTube et c'est de réaliser un documentaire qu'on diffusera au ciné. J'espère à la télé. Mais en tout cas en festival d'aventure, etc. C'est cool ça. Où on retrouvera le public, on pourra répondre aux questions et surtout cette proximité qui change avec YouTube où YouTube t'as les commentaires mais ça reste encore de l'artificiel. C'est d'avoir de rencontrer le public pour échanger en concret et tout, c'est cool en vrai. C'est cool. Mais je te le souhaite de faire un docu où en vrai c'est une belle expérience. Sur une traversée que tu peux faire. Sur le GR10 c'est ce que je vais faire. Un docu tu veux sortir je vais faire une vidéo d'1 heure à peu près, tu vois. Ok. Après, quelle qualité ça aura, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose que je vais bien travailler, différemment des vidéos que je fais là. Et après, je pense pas que ce sera diffusé en cinéma. Mais... après, c'est toujours... c'est intéressant. J'aime bien. Tant que tu ce qu'il faut, c'est raconter une belle histoire, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais. À travers chaque voyage, il y a une belle histoire derrière. C'est ça. Puis c'est ce qu'on dit, le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Comme on dit, c'est pas la taille qui compte. J'allais pas dire ça. Oui, on peut dire ça éventuellement, oui. C'est le doigté. C'est le doigté, ouais. Putain. C'était une belle conclusion. C'était une belle conclusion. Allez, abonnez-vous. Et du coup, prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube dans tout ce qui est outdoor, randonnée, trek, etc. Oula, je m'y attendais pas. Bushcraft aussi. C'est vrai que j'y suis depuis presque le début en vrai de l'ouverture du bushcraft en France dans les vidéos YouTube. C'est assez étrange, mais déjà il y a de moins en moins de monde, je trouve. Ah ouais. Qui fait ça. Au début c'était quelque chose de très authentique où les gens partageaient leur week-end parce qu'ils avaient c'est juste cette notion de partager, ce plaisir de partager. Ensuite il y a la nouvelle génération qui est arrivée avec YouTube qui a commencé à se professionnaliser. Genre Thibaut InShape, Squeezie qui a commencé à devenir gros, à en vivre de ouf et tout, et du coup toi tu dis pourquoi pas, et tu calques ces modèles des gros youtubeurs mais que tu remets dans ta niche, et donc du coup tu commences à filmer aussi autrement. Moi je me rappelle les premières vidéos de YouTube bushcraft, bivouac, c'était le papa avec son caméscope qui filmait ses vacances, tu vois, il y avait rien, c'était très moche, mais en fait c'était on adorait suivre ça parce qu'il était très riche en connaissances, ça rassurait tellement parce que c'était monsieur tout le monde. C'était un mec qui était père de famille, c'était le jeune, c'était hyper accessible. Donc en fait, tu te dis putain, mais si lui il peut, moi je peux. Et après, du coup, quand ça s'est professionnalisé, on a voulu en vivre. Donc forcément, il y a des placements de produits qui sont très mal vus, tu vois, pour la plupart, alors qu'en fait, ils sont nécessaires dans le monde de YouTube dans lequel on vit. Parce que c'est des productions, en fait, si tu veux survivre maintenant sur YouTube, il faut quand même un minimum de quali et d'engagement, tu vois. Tu peux plus faire comme à l'époque où tu publies une vidéo à la one again. Et du coup, ça s'est très professionnalisé. En même temps, il y a moins de monde qui fait ça. Je sais pas si les gens font ça que pour le fric. Je pense pas qu'il y en ait vraiment qui fassent ça que pour le fric. Parce que dans ce domaine, je pense pas. Vu ce que tu peux gagner, contrairement à se cailler les couilles, tu vois, à réquer ta caméra quand il fait moins 15, t'as une tempête de neige dans ta vieille tente. Je pense que c'est complexe. Donc t'as quand même la passion qui reste derrière. Mais ouais, on peut pas se le cacher que ça... Voilà. Et après, je trouve qu'il y a très peu de gens qui arrivent sur YouTube.
et qui veulent partager des bonnes choses, tu vois. Pour ça, moi, j'ai voulu te rencontrer et je suis content de ça parce que quand j'ai découvert ton contenu, ça me faisait plaisir de voir quelqu'un qui commençait avec une qualité qui était plutôt cool. Parce qu'il y en a très peu en fait qui commencent maintenant. On est, tu vois, 4-5 bien installés, tu vois, dans le bûcherat français. Le reste, parce que tu peux pas. C'est dur de faire un entre-deux. Encore une fois, soit tu restes 2-3 ans et sans faire de partenariat etc. avec un boulot à côté. Sauf qu'après, tu dis bon ça me prend du temps, j'ai pas forcément le retour escompté. Moi, je vais arrêter, je vais refaire mes sorties pour moi-même. Mais c'est ça, il y a pas mal de chaînes où les mecs disparaissent du jour au lendemain. Soit parce que tu grandis aussi, les gens ils comprennent pas, tu vois, moi je me suis beaucoup critiqué parce que quand j'ai commencé à faire des placements de produits, à parler autrement et tout dans mes vidéos, parce que j'ai commencé les vidéos mais j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais chez mes parents, j'ai besoin de pas d'argent, je m'en foutais de faire des vidéos, tu vois, maintenant j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de vivre un minimum, il n'y a pas la même... Puis j'ai évolué, tu rencontres des gens, et tu vois les gens, en fait ils découvrent quelqu'un, c'est vrai que moi je me le fais aussi, tu découvres un créateur, c'est comme un musicien des fois. T'as envie tu le trouves à cet instant T, t'as envie qu'il reste à cet instant T tout le temps. Je sais pas si ça te le fait. C'est pas réaliste, ouais. Forcément, la personne elle évolue. C'est comme la musique qui évolue dans un groupe, etc. C'est pas possible. Tu vois, t'es là, genre, t'as écouté un album, t'es fan, et là, tu ressors un album, tu fais putain, mais ils sont couillons, quoi. C'était bien avant, pourquoi ils ont changé. Les choses évoluent, quoi. Parce que tu rencontres des gens et t'as des expériences. Et toi, t'as surtout grandi, quoi. Bah ouais, il y a 10 ans qui sont. C'est énorme. T'as 26, c'est ça? Ouais, je vais sur mes 27 ans. Ouais, voilà, tu vois, genre, même quand t'avais 19 ans, c'est plus du tout la même personne. Bah non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis oui, aussi, juste le dernier mot sur ça, pour ouvrir, c'est... Je pense que l'avantage de tous ces youtubeurs qui ont permis de démocratiser cette pratique du bivouac, en fait, aujourd'hui, tu vois, comme on disait, un bivouac comme ça où t'es dans ta tente, tu marches une journée, tu fais ton bivouac et tout. À l'époque, c'était vu, c'était Mycon, tu vois, tu t'en parlais, c'était fou. Maintenant, c'est devenu hyper banal. Tellement que c'est banal, tellement qu'il y a de gens qui font ça, qu'on ferme les parcs, qu'il y a de plus en plus de réglementations. Parce que maintenant, l'activité plaisir des gens, c'est de partir le week-end pour faire du bivouac, tu vois. Mais tu penses que c'est réellement à cause de YouTube ? Ouais, bah oui, ça en fait partie. Moi, quand je vois le nombre de gens qui s'équipent grâce à nos conseils, qui nous envoient des messages en disant je connaissais pas, grâce à toi je suis parti dans ma première randonnée, ça a été ma révélation, une révélation. Je pense vraiment que ça a contribué à fond à développer cette pratique. Ok. À mort. Et c'est à nous aussi de donner la bonne façon de faire, tu vois, de pas laisser ses déchets, d'éviter de respecter les lieux. Ouais, mais tu vois, sur ce point-là, t'as beau expliquer les choses correctement. Ouais, comme on dit, on n'éduque pas les cons. Bah c'est ça en fait. Les gens qui sont débiles de base resteront débiles, quoi. C'est vrai. Malheureusement, on peut pas les refaire, quoi. Ouais. Donc ça, peu importe le domaine, ça sera toujours. C'est comme sur la route. Il y a un code de la route, et c'est pas pour autant que tout le monde le respecte, quoi. Ouais, si tu le respectes, tu n'as pas envie de le respecter, tu le respectes pas. Oui, je pense qu'il faut enlever aussi ce truc de l'influenceur qui se doit de montrer l'exemple, etc. Oui, mais c'est ça en fait. On n'est pas irréprochable et on a tous droit à l'erreur aussi. Et puis de toute façon, comme tu dis, c'est pas parce que tu vas proclamer une règle que de toute façon l'autre il va la respecter. Bah c'est ça. Donc bon, tu sais quoi, on va faire un petit feu là. Là, un petit feu au milieu de la forêt, c'est bien sec. Ces dernières années, on a vu qu'il y avait une grande mode pour l'ultra léger. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu te doutes de ma réponse. Non. Non, parce que t'as quand même du matos léger, etc. T'es pas dans l'ultra light, mais voilà. J'ai fait beaucoup d'années de pratique, donc forcément j'ai testé, tu vois, pas mal de choses. Après moi, ce qui revient, où je me sens le plus à l'aise et je sens que je suis plus moi-même, c'est dans le route, qu'on va dire. En fait, c'est le début du bivouac, quand on partait en bivouac, qu'on prenait la vieille sacoche en cuir de l'armée voilà, et puis c'était très lourd, mais sauf que ça faisait le taf. Et il y a à la fois un charme dans cet objet, une histoire, et c'est robuste. Et moi, ce que j'aime pas déjà, c'est cette espèce de consommation tu vois, je me sens pas à l'aise en plastique. Et en fait, pour moi, ça facilite trop la perf. Tu vois, en fait, tu ressens plus le même truc de se dire, c'est comme si tu montais dans une voiture, tu vois, hyper confortable, tu sens plus la route, tu sens plus les petits défauts, mais en fait, c'est quoi qui fait le charme de la route ?
c'est d'avoir le bruit de ta voiture, c'est que ça sente l'essence, c'est que c'est exactement pareil, tu vois, quand tu randonnes, d'avoir tout qui est aseptisé, ta tente qui fait 3 grammes, le petit truc là, le petit réchaud de trucs, les petites baskets qui propulsent bien. Alors je pense qu'il faut un entre-deux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas rentrer dans le clodo, non mais tu vois, j'ai que des pantalons troués et non plus dans le trop high-tech de la rando. Il faut un peu les deux. Il y a des choses qui peuvent être économisées et tu vois, genre un sac de couchage, ça peut être cool de prendre un truc un peu plus performant. Ça, évidemment. Après, un sac, tu vois, le sac, il va prendre des ronds, s'il va machiner. Moi, ça me dérange pas d'avoir un sac un peu plus lourd. Comme on disait, c'est quand tu dors, vaut mieux porter 200 grammes de plus, mais bien dormir. C'est ça. Mais en fait, c'est qu'il faut pas sacrifier le confort à la légèreté, quoi. Ouais. Tu sais, j'ai déjà vu certains mecs sur YouTube. Le mec faisait un trek de 3-4 semaines. Hein. Il fait, ouais, bon, cette fois, j'ai pas pris de réchaud, je ferai tout à froid. Moi, je me dis, mais déjà, on marche toute la journée. Le soir, le seul réconfort qu'on a, c'est se manger un bon truc chaud et au moins boire un café chaud le matin, tu vois. Si tu peux même pas avoir ça, à quoi bon, quoi. C'est ça, moi, c'est ma vision des choses. Tu t'appelles Rambo, quoi, t'as un gros mental. Ouais. Mais bon, après, on fait ça aussi pour vivre un bon moment, tu vois. Enfin, il y en a qui cherchent à se dépasser et on cherche forcément tous à se dépasser un peu là-dedans. Ouais. Mais oui, t'as raison, c'est comme pour moi, je suis David, dans ton kit, d'apporter toujours un objet qui te fait plaisir. Où tu sais que dans le moment difficile, tu sortiras, ou le moment où tu te fais chier, ou je sais pas, tu vois. Tu vois, par exemple, un harmonica, ça reste assez compact et tout. Voilà, t'as un petit moment, ça peut créer de la cohésion, ça peut... Je pense qu'il faut quand même garder ce petit truc-là. Et du coup, pour revenir à cette question-là, ouais, je pense que côté toujours de la perf, du suréquipement, j'ai rencontré une marque, là, j'ai fait un salon à Paris de l'outdoor, Destination Nature. Et il y a le seul mec rayon qui m'a intéressé, c'est une marque qui s'appelle 909. En gros, ils récupèrent des anciennes tentes et ils font des vêtements avec. Des tentes qui ont été bénées, donc une toile qui est en fait techniquement bonne. Et ils te font des hardshells, mais c'est la même gueule qu'une hardshell que tu as payée et qui est toute neuve. Et du coup, je trouve déjà le côté recyclé, il y a une histoire dans le produit. Ouais, ça c'est cool déjà. Ouais. Et voilà. Mais ouais, je pense qu'il faut un peu un entre-deux. Après, c'est sûr, tu peux pas avoir un sac de plus de 600 kilos, quoi. D'un moment, t'avances plus. Là, moi, le premier qui randonne une fois, il se rend compte que la légèreté, c'est aussi la liberté, la rapidité. Ah bah oui. La simplicité du truc. Sinon, mec, tu galères, tu souffres. Ah bah oui, c'est sûr. Après, il y a la légèreté, mais à quel prix ? Tu vois, c'est ça aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre 3000 € dans un setup complet pour avoir un sac à 7 kilos. Bah, si t'es pas suisse, t'y arrives pas, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Parce que moi, ce qui me dérange un peu parfois sur tout ce qu'on peut voir sur YouTube, c'est que on parle beaucoup du poids, etc. Mais on te balance le prix comme ça. Et tu sais, mine de rien. Ouais, limite, le poids est plus important que le prix. C'est ça, tu vois, genre... alors que quand t'as des tentes qui sont à 1300 €, c'est pas anodin, en fait, tu vois, c'est... Voilà, quoi. Et ça, je trouve qu'on l'omet vachement de le dire, et... Pour beaucoup de personnes, c'est normal, en fait. Bah, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi que, comme ça s'est professionnalisé, c'est beaucoup de partenariats. Oui, et quand on t'envoie la tente gratuitement... Oui, c'est pas le même contexte. Tu vois, moi, quand on m'envoie une tente gratuitement, limite, le prix, je regarde pas. C'est con, hein, c'est une erreur. En fait, je vais regarder les specs parce que moi, je connais par cœur les specs et ce qui fera une tente, une bonne tente, une mauvaise tente. Par contre, le prix, en fait, comme moi, j'ai pas eu besoin de la payer, ça passe en second plan. Alors qu'en fait, oui, de base, c'est d'abord le prix que tu vas regarder parce que si tu peux pas te permettre de l'acheter, tu l'achèteras pas. Bah oui. Et t'as raison là-dessus. Mais après, c'est sûr qu'un sac qui est léger, où tu te sens bien, tu peux bouger, etc. C'est quand même le jour et la nuit avec un gros sac lourd qui te fait chier toute la journée, t'as mal aux épaules, etc. Tu passes d'une belle rando à une mauvaise rando. Bah, c'est ça. Mais y a-t-il de bonnes ou de mauvaises randos ? Telle est la question. Ouais, puis il y a aussi l'ultra trail, c'est le minimaliste. Le minimalisme, c'est déjà de savoir, avec l'expérience, tu sais que t'as besoin encore une fois de très peu de choses. Donc tu peux, tu sais, avant, moi je m'en rappelais, je mettais 10 ans à faire mon sac, j'étais là, genre putain, mais faut que je prenne le cure-dent au cas où que je machin, et puis je suis là, je dis ok, faut que je m'éclaire frontal, faut que je dorme, j'ai mon tapis de salon, machin. Oui, je pars 3 jours. Tu te prends moins la tête. Un caleçon, ça suffira. Tu vois, en vrai, c'est ça, on se donne des problèmes alors qu'il n'y en a pas, quoi. Donc déjà, apprends
apprends à prendre d'expérience et t'arriveras à te libérer un peu du poids aussi. Bon, comme on dit, on porte le poids de ses peurs, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'expression que tout le monde sort. Mais Ouais, parce que c'est bateau, quoi. En même temps, après, les youtubeurs sont bateaux. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est on porte le poids de son confort aussi, quoi. Ouais. Tu vois, C'est ça. Tu vois, comme je t'ai dit. Ça, on le dit pas souvent, ça. Tu vois, je préfère prendre une tente 2 personnes pour faire le GR10. Ouais, puis au cas où tu trouves une une personne. randonneuse. Non. C'est putain au cas où que je me tape des soirées sous la pluie et que du coup, au moins, je suis peinard sous Ça ma revient au tente, même. je peux mettre mon sac, etc. Ouais, non, mais j'avoue. Tu vois, c'est surtout Ouais. ça. Moi, je vois ça, en fait. Je vois le côté. Au moins, je suis pas. Déjà, je vais passer 40 nuits dans la montagne. Si je peux avoir un peu de confort dans ma tente, Ouais. tu vois, Bah, je c'est suis- ce comme qui je te fera dis, je suis peut-être- pas à 200 grammes près, quoi. C'est ce qui te fera peut-être passer ces 40 nuits et au lieu de 20 parce que t'en as eu marre, quoi. Bah, c'est ça. Il faut quand même penser confort, pas que légèreté, quoi. C'est ça. C'est, tu vois, comme ma brosse à dents, je vais pas la couper, quoi. Ça, je trouve ça Comment ça, tu abusé. vas pas couper ta brosse à dents? Tous ceux qui coupent leur brosse à dents pour gagner 3 grammes, là, genre, ça me tue. Ça me tue, j'étais les gars, quoi. Genre, quand même, quoi. Puis tu vois, il y a un truc qu'on dit pas souvent, c'est que le poids du sac, ok, c'est une chose. Mais il y a le physique aussi. Si t'as un bon Bah, si physique, t'es moche, mec. non mais Mais si, ils auront rien. si t'as un bon physique, logiquement, tu peux porter plus lourd et plus longtemps. Tu vois, il y a ça Ah oui. aussi. Ouais, oui. Tu Ouais. vois, il y a aussi ça on n'en parle pas beaucoup finalement. Tu vois, c'est moi qui scène beaucoup YouTube, qui regarde beaucoup de choses. La forme physique, les gars, ils en parlent pas, quoi. Tu vois, au lieu de vouloir perdre 3 kilos dans son sac, si tu peux Apprends perdre à 5 kilos porter, avant de partir, Ouais. ça sera déjà ça Ouais, en moins à porter apprends aussi. à les Quoi. porter en plus, quoi. Oui, voilà. Pousse à la salle, quoi. Bah, c'est ça, tu vois, c'est la forme physique et tout. C'est un tout, c'est une harmonie générale, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on parle pas assez de ça. c'est Après, vrai. encore une fois, c'est comme tout, c'est un compromis. Tu peux pas dire non plus, le mec est hyper stock, qui s'entraîne comme un furet. Tu peux pas non plus dire, moi, je porte à l'infini, je m'en fous. Donc, tu vois, il y a quand même cette notion d'économiser du poids, Oui, mais évidemment. aussi d'avoir une forme physique, bien sûr. Mais plus t'es en forme physique, moins le poids a d'importance, entre guillemets, quoi. J'adore tes tongs, mec. Ouais. Mais on les voit pas souvent sur YouTube, celles-là, en plus. C'est les tongs de maître nageur, non, un peu? Ouais, c'est ça, c'est les Navaji, je crois, ou Navaji, je sais pas, truc de Decat, que tout le monde a. En trek. En trek, parce qu'elles sont ultra légères. Putain. Ouais, c'est bien, en vrai. Bien, là, au mois de mars, j'ai le pied à l'air, je suis bien. Peinard, pépouze, posé. Ça part vraiment en discussion directe. Bah après, c'est le but aussi, que ça soit naturel, tu vois. Genre, C'est cool ce concept, en tout cas, mec. Bah oui, tu vois, je pense que les gens aussi, ils peuvent kiffer te voir dans un contexte différent que dans tes vidéos. Parce que dans tes vidéos, t'es quand même, tu vois, t'es peu déconneur, etc. Ah, tu trouves? Tu- Tu trouves qu'il y a une différence entre Je trouve largement plus Ah ouais déconneur là que dans tes vidéos. Même les dernières vidéos, parce qu'en vrai, j'essaie de plus en plus de... La soif, le Non, gars. de ouf. La dernière, là, celle que t'as fait semi-marathon, celle-là, voilà, on voyait bien ta personnalité. Mais celle où t'es plus, toi, à filmer, etc. Parce que là, c'est quelqu'un qui te filmait. Ouais, bah déjà, C'est quand pas tu pareil, filmes, tu en vois. fait, il y a ce truc, comme tu le disais. Bah oui. Même si après, par expérience, t'as un peu plus le faire, mais en fait, t'as vraiment le truc de... Tu rec, mec, t'as une blague, t'es là, genre... Et là, tu deviens sérieux. Bah c'est ça. Et ça se coupe, tu sais pas pourquoi, mec. Bah oui, mais c'est le fait de filmer. Donc, pardon. Tu te fais piquer le cul par... Tu vois, c'est comme ces doudounes, là. Tout le monde l'a dit, oh, elle est bien, elle est légère, mais elle est ultra fragile, quoi. Tu fais pas d'outro? Si, je peux faire une autre. Un mec qui se casse, il s'en va les couilles. Il coupe au milieu d'une conversation de pied, quoi, il y a plus rien. Alors, messieurs, dames, merci d'avoir regardé et écouté cette émission. Alexis, je te remercie. Bah, ça m'a fait plaisir, merci à toi pour cet échange, c'était cool en vrai. Ouais, c'était vraiment cool. Puis on espère que ça vous a plu encore une fois. Ouais, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur Alexis, sur ses projets, sur sa vie. Voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Allez, ciao.